Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ma question c'est, est-ce que en cette année 2020, on s'est changé? Est-ce que le Covid nous a changé? Est-ce que c'était le moment pour nous de changer, de se métamorphoser? La question elle est là parce que Guy Roger nous la pose aussi dans son livre Métamorphose. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Métamorphose. La seule chose le seul souvenir que j'ai de Métamorphose, c'est que lorsque Actarus se jette dans le vide, il devient Goldorak. Ça n'a rien à voir. Bonsoir Guy Roger. Oui, mais peut-être qu'il faut sauter dans le vide aussi pour pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Mais chose qu'on ne fait jamais. Il y a un film qui s'appelle The Game, oui, avec Sean Penn et Michael Douglas, où à un moment donné, il se jette dans le vide parce que pour lui, il y avait plus d'autres solutions. Et c'est là que, en fait, c'est tout un jeu qui a été mis en place pour l'obliger à changer. D'accord, c'est merveilleux ça. Et quand je dis est-ce que 2020, est-ce que le fait d'avoir été confiné, ça nous a obligés à changer? Est-ce que le contexte actuel nous oblige à prendre conscience qu'on doit aussi évoluer? Est-ce qu'on en est là? Et est-ce que Guy Roger est dans cette démarche? Moi, je suis dans la démarche plutôt que l'existence, on ne peut pas être tout le temps répété. On a répété nos existences depuis qu'on est petit, on a des mémoires, on a répété, on va à l'école, on essaye d'avoir mieux, on essaye tout le temps d'être mieux. Mais en fait, on n'est jamais mieux, mais on répète ce qu'on aimerait qu'il se passe. Et la métamorphose dans mon livre... Je vais juste dire quelque chose. C'est un petit peu... On a répété. Je suis d'accord, hein, mais je voulais juste ajouter ça. On a répété parce que c'est un confort aussi. Parce qu'on sait ce qu'il y a, on sait ce que ça nous apporte et on sait qu'on n'est pas déçu. Bien sûr, parce que c'est un réconfort de pouvoir avoir des habitudes et des train-train. Et ça nous fait nous repérer sur des références. Tout à fait. Tu vois. Oui. Et nos références sont tellement comme d'habitude et on ne se perd pas avec les références. Et ça montre aussi qu'on a, je sais pas si c'est une peur, une crainte ou quoi que ce soit, mais on a peur un peu du changement. On a peur aussi de sortir de nos habitudes, de notre routine. Les gestes là. On rentre chez soi, on dépose la clé, on regarde même pas. On sait que le meuble est là, on dépose la clé là. C'est ça. On va enlever nos chaussures à tel endroit et on répète. Ça. C'est le confort. Zone de confort. C'est une zone de confort. Privilège. C'est une zone de confort qui à terme devient aussi destructeur. Voilà. Et tu parlais de coronavirus tout à l'heure. Est-ce que ça nous a changé? Moi, je pense que ce coronavirus montre les limites de l'homme. Parce que nous nous sommes mis dans, comme tu dis, dans des carcans, dans des habitudes et tout ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, toutes ces habitudes, quand le coronavirus est arrivé, ça a chamboulé beaucoup de choses. On peut pas se dire qu'on peut pérenniser notre confort, tu vois, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra nous déranger. Toujours dans la vie. Que tu aimes ou pas. Ça va être dérangé. Et de toute l'histoire de la race humaine, il y a eu des moments comme ça où on a été dérangé par les choses qui nous ont cassé nos conforts. Et je crois que peut-être, si on comprend ça, on aura peut-être envie de voir qu'est-ce qu'il y a quand on accepte de surfer avec l'insécurité. Parce que l'insécurité, c'est quelque chose de très beau. Mais ça ne donne pas l'habitude et le train-train. Donc, il faut que tu sois constamment dans un milieu il faut continuellement s'adapter. Constamment s'adapter, voilà. Et justement, s'adapter dans ce monde, c'est la chose qu'on ne nous a pas appris. On nous a appris qu'il faut avoir l'habitude, il faut mettre les choses bien carrées, le confort et tout ça. Et ça fait que je crois que l'être humain aujourd'hui, il avait besoin de ce coronavirus. Alors maintenant que tu dis qu'on soit obligé de changer ou pas, ça c'est une autre histoire. D'accord. Je garde ça pour moi. D'accord, je comprends. Je reste sur un point. Là, le moment. Et dans notre cheminement, dans notre évolution, il y a des moments où les choses se font, on va dire hors coronavirus. Il y a des moments où on prend la décision. Je vais changer là.
Aujourd'hui, je vais changer les habitudes. Je vais réaménager ma chambre. Je vais réaménager la maison. Je vais faire différemment. Parce qu'il y a un moment, on a besoin de quitter quelque chose pour autre chose. Une nouveauté. Se sentir différent. Et quand je dis le coronavirus, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu le choix cette fois-ci. On nous a dit, vous êtes confinés. Et vous devez, pendant 55 jours, vous devez apprendre à vivre avec quelqu'un que vous voyez le soir, le week-end. Mais on se connaît pas, quoi. Ouais, on se connaît pas. Et à la rigueur, on s'évitait. Oui. Pour ne pas se taper dessus. Voilà. Et là, parce que instinctivement, peut-être, on est prisonnier de ces habitudes. Et comme les habitudes nous réconfortent, on continue à faire ce qui est d'habitude. Mais quand il s'agit d'être là, sans habitude, avec quelqu'un qu'on connaît pas, eh ben tout change parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc on est plutôt dans la défensive. La défensive. Et la question, c'est est-ce qu'on peut mourir et renaître ? Alors, quand on parle de métamorphose, c'est plus ça, finalement. Oui. C'est évoluer, c'est changer. Moi, je dis mourir et renaître, c'est pour une image qui est plus facile à comprendre, c'est changer. Ouais. Changer son comportement. Tu sais, il y a juste une petite phrase au dos du livre, la 4e de couverture. Lis-le, tu sais peut-être que c'est plus... Telle la chenille qui devient papillon, telle aussi l'entité égocentrique, ils doivent tous deux se métamorphoser pour renaître. Comment s'engager dans ce processus. Et j'ai lu en fait, parce que j'avais besoin, je me suis repéré par rapport au livre, mais justement, quand on dit comment s'engager dans ce processus, ils doivent tous deux se métamorphoser pour renaître. Et c'est là qu'il y a un paradoxe, parce que la métamorphose, c'est pas la mort de quelque chose. Oui. On reste vivant, mais on renaît quand même de quelque chose de vivant. Oui, mais pour que cette renaissance puisse avoir lieu, il y a quelque chose de vieux qui doit s'estomper. Qui doit s'effacer. Il doit s'effacer. Et ça, c'est la chose, peut-être pour nous les humains, la chose la plus difficile de concevoir, que ce que je suis, comme j'ai compris, doit s'estomper. Mais ce que je suis en réalité doit être là. Mais pour que ce que le vrai puisse être là, il faut qu'il y ait quelque chose que tu as inventé qui puisse être effacé. Tu puisses l'oublier. Mais on aime bien, tu sais, nos repères, nos habitudes, parce que moi, je suis comme ça, je mets un petit crocodile, je suis quelqu'un. Et tout ça, ça réconforte. Et donc, à ce moment-là, on est encore des chenilles, tu sais. On va dire juste qu'on crée son personnage. On se crée un personnage, bien sûr. On se crée son personnage. Et effectivement, on est la chenille. Mais quand on regarde une chenille, je dirais plutôt, elle est plutôt joviale, elle cherche son bourgeon pour se nourrir. Oui. Elle ne se pose pas trop de questions non plus. Non, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, avant le coronavirus, on ne se posait pas de questions. On était dans notre petit monde, bien tranquille, jovial, comme tu dis. On a beaucoup de plaisir dans ce monde, tu sais. Et c'est bien, beaucoup de plaisir, c'est important pour nous. Et on ne cherche que ça. Mais on ne sait pas que derrière tout ça, la cause de tout ce plaisir qu'on a, il y a quelque chose qui se fait. Et ça se fait en dépit de notre bon sens. Alors, comment... Je vais être extrême dans ma posture. Comment des choses bien peuvent nous faire du mal à terme? Oui, c'est pas les choses bien qui nous font du mal. C'est qu'on croit bien alors. Oui, mais ce sont ceux qui pensent bien faire qui sont peut-être les plus dangereux. Tu sais? Ça, c'est Einstein qui disait ça. Ah, possible. Il disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui veulent faire du mal, mais par ceux qui regardent et qui ne font rien. Exactement. Et justement, le bien et le mal, dans ce cas, dans la métamorphose, doit être compris comme une chose qui est globale et qu'on ne peut pas dissocier entre le bien et le mal. Si tu commences à comparer, cette comparaison va vouloir avoir la vision de quelqu'un qui dit « moi, je préfère ça ou ça ». Tu vois? Donc, on compare. Et on se valorise avec la chose qu'on pense que tout le monde aime. C'est comme on dit, moi je veux pas être riche, moi je veux pas être pauvre, mais je veux être riche. Donc tout le monde compare les autres qu'ils voient autour d'eux
avec des choses que les gens, ils ont pris plaisir. Mais le pauvre, il prend pas beaucoup de plaisir. Donc, le riche, il prend beaucoup de plaisir. Il a sa piscine, il a tout ça. Ben, moi, je compare entre le pauvre et le riche et je dis, je veux avoir celui que le riche a. Donc, je veux être riche. Donc, tu deviens riche, mais tu t'aperçois que ce que tu es devenu n'est pas ce que tu es. Et c'est ça le problème, c'est qu'on passe d'état en état sans jamais s'apercevoir vraiment que nous sommes au-delà de tout ça. Donc, il n'y a pas de comparaison. Et pourquoi je disais ça? Parce que la métamorphose de la chenille en papillon, c'est que la chenille est une entité, c'est un être qui existe. Mais passer d'un être qui existe à un autre être qui existe, c'est bien une métamorphose, c'est pas une renaissance. Oui. Alors, comment expliquer à l'être humain que c'est pas renaître, mais évoluer, changer? Ben, changer. Attends. Quand je parle de changement, je pense qu'on peut changer. On peut arrêter de fumer. On a changé. Ouais. Okay? On peut arrêter de battre sa femme. On a changé. On est mieux. Tu vois? Mais le changement n'est pas une métamorphose. Okay? Le changement, c'est un conditionnement de notre société qui te dit comment les choses devraient être. Et tu rentres dedans, tu essayes de t'arranger, tu travailles sur toi et tu deviens ce que les gens veulent que tu sois. Donc, on fait plaisir à notre société d'être dans la bonne éthique de tout ce que les gens aimeraient voir de toi. Donc, tu leur fais plaisir, puisque autrement, tu seras pointé du doigt et tu seras condamné si tu ne changes pas. Okay? Et ça, c'est notre façon de vivre à nous, les êtres humains, aujourd'hui. On veut changer, mais on ne veut pas se transformer. Transformer, c'est quelque chose d'autre. D'accord. Tu vois? Transformer, c'est quelque chose qui intervient où tout s'arrête. Tout s'arrête. Il n'y a plus hier. Il n'y a plus demain. Il y a juste quelque chose qui s'ouvre à toi et qui est complètement neuve. Et là, à ce moment-là, ton esprit, il a une perception beaucoup plus large que tout ce qu'il peut avoir compris, analysé, entrepris de toute son existence. Et là, il y a une perception beaucoup plus large à nous qui nous est révélée, tu vois, quand on est dans cet état d'observation, que tout ce qu'on regarde dans un instant T où il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il y a juste là. Et ça, c'est une transformation. J'entends, mais quand on parle de métamorphose, de la chenille qui devient papillon, oui. Il y a quand même ce passage-là et n'est pas innocent. C'est comment l'être humain, chenille, va devenir papillon et qu'est-ce que ça lui apporte? Alors, justement, mais la chenille, lui, quand il est dans ce processus de transformation, qu'est-ce qui se passe avec la chenille? La chenille, c'est quelque chose de naturel. Et chez chacun d'entre nous, c'est naturel. C'est un phénomène naturel. On doit passer à un étape différent pour pouvoir comprendre d'autres choses. Tu sais, moi, la métamorphose, c'est quelque chose, on a compris quelque chose qu'on n'a jamais compris. Ça, c'est une métamorphose. D'accord. Tu vois? Et dans cette compréhension-là, on doit passer à travers des strates de nos compréhensions. On doit abandonner ce qu'on sait pour pouvoir s'avancer vers ce qu'on ne sait pas, vers ce qui est inconnu. Et ce qui nous empêche d'aller vers l'inconnu, ce sont nos peurs. Donc, la métamorphose prévoit que tes peurs se liquidifient, qu'il n'y a plus de peurs, et quand la peur, elle s'extompe, il y a quelque chose qui se transforme dans ton être et qui voit ailleurs, au-delà de tout ce qui t'empêchait avant de t'avancer. Tu ne t'avançais jamais parce que tu avais peur. Donc, tu ne voyais pas ce qu'il y avait. Tu voyais seulement ce que tu aimerais voir. Et tu as toujours gardé ton connu. La chenille, elle aime bien être chenille, tu vois. Mais quand il s'agit de se transformer, c'est un processus, tu vois, obligatoire. Parce que la vie nous le prévoit, comme le coronavirus. Il a prévu que c'était comme ça. Et nous avons tous été dedans. Et nous avons tous été transformés quelque part. Tout à fait. Tu vois. Mais à premier abord, c'est difficile parce qu'il faut abandonner ce que nous croyons avoir
atteint, avoir gagné. Tu sais, toute la notoriété qu'on a eue, tout le système dans lequel on vit, qu'on aime bien, eh bien, tout ça, ça doit être vu d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, le système, comment il est vu? On voit le système d'une manière à ce que ce système-là, il marche selon les principes qui a été donné par nos aïeux depuis des millénaires et des millénaires avant nous. Et ça a toujours été la même chose. Donc, l'individualisme, l'égoïsme, et tout ça prône nos sociétés. Tu vois? C'est pas un mal, c'est pas un bien, mais c'est un état d'observation. Tu vois? Et quand tu observes tout ça, le processus de la métamorphose commence. Justement, pour l'homme, et quand on écoute Guy Roger expliquer, effectivement, ça peut se faire à divers niveaux. Ça peut se faire sur des choses, je dirais, précises. Mais là, quand on parle de la chenille et du papillon, la transformation, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus globale. On passe d'un état d'un être à un autre être. Même si là, le papillon, c'était la chenille, Oui. ou la chenille qui devient un papillon, Oui. la transformation, elle est plus radicale. Oui. Est-ce que l'être humain est prêt pour un changement aussi fort? Ben, on est tous prêts, sauf que ce qui nous empêche d'être prêts, c'est nous-mêmes, nos peurs, nos angoisses. C'est ça qui nous empêche. Parce que tu vois, aujourd'hui, quand on te dit, moi si je te dis, tu peux voler, ben tu vas me dire, il est fou. Bien sûr, tu peux pas voler, t'as pas de zèle, t'as rien. Tu es ce que tu es là. Donc tu es chenille. Tu vois? Mais une chenille, je dis un jour tu vas voler. La chenille se dit, mais t'es pas fou, non, je connais pas, c'est pas, parce que c'est pas dans son, c'est pas dans son truc. Mais un jour, il subit la transformation et il s'aperçoit que l'impossible devient possible. Tu vois? Et nous, les humains, c'est pareil. On pense que des choses sont impossibles. C'est impossible de regarder la vie avec beaucoup d'amour quand on voit un crime. C'est impossible. Parce que c'est dur. Tu peux pas changer ça. La haine, tout ça. On pense que c'est impossible de me changer, de me faire voir les choses différemment. Mais tu vois, la métamorphose te permet de enfin oublier cet état d'esprit pour passer à un autre état d'esprit qui passe au-delà de tout ce que l'homme a compris de toute son existence. Parce que tu vois, la chose qui va nous sauver, c'est justement cette perception au-delà de toutes les différences que nous connaissons. Tu vois? Parce que quand il y a des différences, ben, il y a des divisions, il y a des batailles. Et là, la vie est vraiment chenille, toi, tout le monde s'entretue. Et c'est d'autant plus vrai dans le sens où, quand on regarde l'être humain, il est capable de se changer, j'allais dire, physiquement, changer son cadre. Mais c'est psychologiquement qu'il a du mal à évoluer. Oui. Ben, c'est-à-dire que l'évolution, elle se fait dans le corps. Ouais. Notre corps, il a évolué, tu sais, depuis qu'on est 2 cellules, qui s'est divisé en 4, en 8, en 16, en 32, et en 64, et ainsi de suite. Hein. Et donc, aujourd'hui, ce que tu es, le changement que tu as pu concevoir depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, tu as 2000 milliards de cellules qui sont agglutinées, et ça fait ton corps. Ça fait que toute la mémoire de tout ça, l'ADN et tout ça, te permet de savoir que tu peux lever ton bras. Ah, tu sais, tu vois, et tu évolues comme ça. Et aujourd'hui, on est être humain et on a des capacités extraordinaires. Tout à fait. Tu vois, ça, c'est l'évolution. Mais maintenant, il y a quelque chose qui n'a jamais évolué en nous. C'est nos peurs, nos angoisses, nos haines, notre égoïsme. Ça n'a pas encore fait son chemin. Et ce chemin-là, il doit être conçu à travers une métamorphose de tout ce qu'on pense qui n'est pas possible. Et c'est cette question-là, justement, et ça, je me le suis posé à un moment, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient qu'on amorce sa métamorphose? Alors, je pense qu'il faut prendre conscience, déjà, que tu sois une chenille.
Nous, les êtres humains, on n'a pas de conscience quelque part. On accepte le fait comme si c'était vrai. Mais on ne prend pas conscience que ce qu'on fait est mécanique, habituel, train-train. Et on répète, sans même que l'esprit soit présent. Donc ça fait que quand tu vis comme ça, sans la présence d'esprit, le mécanisme que le corps il est, tu sais, les 2000 milliards de cellules, c'est un mécanisme. Ce mécanisme, il n'a pas d'âme. Si la présence d'esprit n'est pas là, ce mécanisme est voué à être un mécanisme qui se répète. Tu sais, on se répète, on répète. Et quand tu mets de l'âme dans ce mécanisme-là, eh ben, tu peux faire en sorte que cet esprit, la présence, fait en sorte que tout marche dans l'ordre, mais pas n'importe comment, dans l'impulsion, dans le réflexe, dans la compulsion. Tu sais, comme souvent on est. Tu vois, et cette compulsion-là nous garde figés dans nos mœurs, tu sais, et on pense que c'est complètement impossible de faire autrement. Mais à partir du moment où tu as compris que ça, c'est quelque chose que tu peux changer, tu peux aller dedans pour te regarder, et quand tu as vu ce mécanisme qui est figé, sans âme, alors, et que tu mets l'âme dedans, alors ta vie devient quelque chose d'autre. Merci Guy Roger. En tout cas, je reviendrai là-dessus, un de ces quatre, pour l'âme justement. On reviendra là-dessus la prochaine fois on a l'occasion d'échanger. En tout cas, je rappelle donc Métamorphose, Guy Roger. Donc, j'ai pas eu l'occasion, j'ai juste feuilleté pour voir un petit peu, surtout regarder le sommaire. Et je crois que c'est vrai que c'est bien fait. J'ai été agréablement surpris. Il y a un événement au portail, à l'espace Leclerc, tout le mois de novembre, les livres réunionnais, je serai là-bas pour dédicacer. D'accord, merci Guy Roger. On va juste vous proposer de regarder, d'écouter Sonia Maillot. Elle est ouvrière agricole. Elle parle de combat qu'elle mène pour se faire respecter, pour que comment elle puisse, elle aussi, demain, avoir un projet, pour avoir envie de se lever le matin sans avoir à se métamorphoser. On regarde Sonia Maillot. C'est quoi une employée agricole polyvalente ? C'est une employée qui prépare les commandes. C'est une employée qui s'occupe du nettoyage, de l'entretien des poulaillers. C'est une employée qui trie les œufs. C'est une employée qui procède à l'emballage, au conditionnement. C'est une employée qui fait de l'hygiène, qui est du nettoyage. À quel âge vous avez commencé ? À 20 ans. Ça fait combien de temps que vous travaillez ? 22 ans. Toujours dans la même entreprise ? Toujours. Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail ? Pour l'instant, c'est mon salaire, puisqu'il n'a aucune valorisation dans cette entreprise. Aujourd'hui, comment on va au travail ? Ma point de travail, ma point de poste, ne peut pas avoir d'évolution, puisque mon patron l'entreprise utilise la polyvalence pour empêcher à nous d'être spécialisés sur une tâche, quoi, pour valoriser notre travail. C'est comme ça que je vois, moi. Que s'il y avait un réel poste dans cette entreprise-là, mais pas être à droite, à gauche, partout, et ben, nous pourrions demander des formations, parce qu'on a 20 ans, on a un compte de formation, moi, je n'ai jamais utilisé, puisqu'on n'a pas de poste fixe. Et donc, je ne peux pas dire à mon patron que, et voilà, m'a réalisé tout ça, donc mes mérites, regarde mon travail, il est là, il vaut quelque chose. Pas sa polyvalence. Le fait que je commence une tâche, je ne finis jamais, je n'arrive pas à montrer à mon patron ce que je vaut. Pour vous, aujourd'hui, le travail n'est pas valorisé ? Non, franchement non. Comment vous voudrez que le travail soit mis en avant ? Déjà, avec l'attribution d'une réelle mission, d'un réel poste, et pouvoir avoir des formations pour voir ailleurs comment il est. Et pouvoir montrer, pour moi aussi être fier de moi le matin, on a ça à faire, quoi. Le matin, en ce moment, je me lève, enfin, comme on n'est réellement pas motivé du tout, parce qu'on ne connaît pas où ça va atterrir. Parce qu'il est écrit un poste sur le planning, mais on n'aurait jamais à ce poste-là.
Ça veut dire que quelque part, le patron fait tout pour ne pas valoriser au travail? Oui. Enfin, de tout le groupe de production, en fin de compte. Il y a plusieurs personnes et comme ça, elle est capable de faire plusieurs postes. Ils n'admettent pas cette polyvalence de tous ces travailleurs-là. Ils ne veulent pas valoriser puisqu'ils ne voient pas le travail que nous fait. Mais normal, puisqu'ils ne laissent pas nous un seul travail. Ils n'arrivent jamais à commencer une tâche à finir une tâche que nous avons commencée. Comment on pense que vous pourrez valoriser ça? Comment, ou avec les autres employés, pourrait faire que votre travail soit reconnu et valorisé? Il faut donner un poste, donner une formation, donner des responsabilités, de vraies responsabilités avec un groupe de travail, avec des personnes sous ma charge, puisque on a grandi là-dedans, en fin de compte. Hein. Mais moi, ce que je fais, ma spécialité, c'est l'hygiène, parce que j'adore nettoyer. Mais que mon énorme, mes travailleurs sous ma coupe, une formation, et puis un salaire qui va avec, qui donne à moi l'envie de dire, mais dépasse à moi aujourd'hui, quoi. Et cette situation-là, pour vous, est fait exprès pour éviter que l'on a des conflits au sein de l'entreprise, pour empêcher les autres d'être ensemble, pour empêcher les autres de bataille pour le travail? Non, je pense qu'il utilise la polyvalence pas pour avoir à payer à nous réellement notre travail. Donc nous les tout au SMIC. Et jamais ne fait rien, quoi. C'est lui, au contraire, c'est lui qui fait une grande faveur en permettant nous d'avoir un travail. Pendant 20 ans, on m'a cru ça. Mais comme le réveil a été vraiment brutal. Alors aujourd'hui, comment on voit votre avenir professionnel? Après un avenir professionnel, tant que mon patron ne donne pas un réel poste. Franchement, non, pas. Mais ça va travailler parce que je suis obligée d'aller travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Moi, j'aimerais être un responsable avec une équipe à mener, avoir des gens autour de moi qui disent à un moment donné, parce qu'à la fin du mois, si nous avons réussi ça, nous obtenons ça. Nous avons un objectif à atteindre. Là, en ce moment, ce travail n'a pas d'objectif. Mais il revient là-dessus, c'est que il faut quand même un petit peu son travail. Quand où ça va, il faut quand même où ça ou bien. Non, ils ne sont pas bien. Franchement. Quand le matin, il me réveille, s'il me connaît que c'est mon jour de repos, moi, j'ai envie de réveiller, mais quand il connaît sa travail, non. Le seul truc qui fait vraiment un peu, c'est que je retrouve mes collègues. Enfin, mes collègues, mes camarades. Parce qu'en ce moment, dans notre entreprise, on a 2 groupes. Depuis, nous avons eu un mouvement de grève, on a établi 2 groupes, et là, nous avons fondé un groupe avec qui nous arrive à communiquer, avec qui nous partage les mêmes idées, avec qui nous veut un poste, nous veut montre au patron de quoi nous sommes capables, donne à nous de la valeur à nous-mêmes en fin de compte, parce que là, en fin de compte, pour nous aussi, il n'y a pas une grande valeur, hein, puisque... Qu'est-ce qui a amené cette grève? C'est un collègue avec qui avait des relations de travail, mais des relations aussi en dehors. Il a été menacé de licenciement. On trouve ça totalement injuste, surtout que le motif n'était pas vraiment trop légal, quoi, ce que le patron voulait. Mais moi, j'étais contre cette idée qu'il pouvait, à cause d'être illégal, qu'il ait licencié mon collègue. Alors que celui-ci, il était comme moi, il faisait tout sans être valorisé, quoi. La grève a duré combien de jours? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours. Et comment ça a abouti? Mon collègue a la poignarde à moi dans le dos. C'est-à-dire? Il a fait un arrangement le 3e jour, là, le soir, avec le patron. Et depuis, ça a amené quelle ambiance dans l'entreprise? C'est comme dans le Nigeria, on a 2 groupes dans l'entreprise. On a de la méfiance au début, on avait beaucoup de méfiance en nous parce que ce collègue-là, tout le monde était apprécié 100%, n'a pas compris son revirement. Ça fait mal, par contre, ça fait mal. Mais maintenant, on a un petit groupe qui dit « nous veut ça, nous veut ça ». Et ce petit groupe-là, met de confiance en moi, en fin de compte. Et c'est moi qui débatte avec le patron maintenant. C'est moi qui parle avec lui, c'est moi qui explique les problèmes. On est délégué du personnel maintenant. Par contre, ça a rendu moi fière. Au moins, on est content maintenant, ça travaille parce que je connais, mais ça surveille le patron, mais ça apprend à apprendre mes droits, parce que je croyais que je n'avais aucun droit, mais en fin de compte,
Mais moi, j'étais juste chanceuse que mon patron, il donnait moi un travail, il donnait moi un salaire. Et pendant 20 ans, on a travaillé dans l'espoir que mon patron, il considère mon travail, il reconnaît mon travail. Mais il n'a jamais eu. Au contraire, durant la grève, là, on a pris ça en pleine... c'est du un gros mot, en pleine gueule. Son mépris, quoi. Là, on a vu que la considération... Un patron n'aura jamais de la considération. En tout cas, notre patron, nous n'aura jamais de considération pour ses employés. De toute façon, déjà, du moment où moi, j'ai eu une avancée dans ma vie privée, m'a vu le changement avec le patron parce que moi, j'étais un petit peu moins disponible par rapport aux célibataires, au travail, ça. Mais il a fait comprendre à moi à ce moment, comme il commençait à dire non. Le premier non était dur à dire, mais ensuite, on a quand même un caractère. Hein. Et quand on a commencé à dire non un peu souvent, à faire remarquer les inégalités que étaient trop flagrantes pour moi, que je n'arrivais plus à accepter parce que je ne pouvais pas mon travail à moi me comparer avec une autre, que n'avait plus d'affinité avec le patron, parce que chez nous c'est une politique d'affinité. Et ben là, il a commencé bien saqué quoi, avec les avertissements. Mais franchement, on est fiers de déléguer. Franchement, on est fiers parce que on a des trucs qu'il y a accordé à nous. Ah, on était super contents. Le patron donne à nous ça, comme pour le 1er mai. Quand on a une prime, on était super contents. On n'était pas grand-chose, mais on était super contents. Mais après, grâce à ce collègue-là, même s'il n'y a pas rien à nous donner d'eau, on a appris que tout ça n'était rien par rapport à ce qu'il devait à nous. Là, nous avons réalisé vraiment que c'est notre travail qui faisait avancer l'entreprise. C'est pas le patron qui faisait avancer, c'était nous. C'est grâce à nous que l'entreprise à laquelle il est à ce niveau-là, parce qu'elle a une bonne place sur le marché. C'est sans nous, il n'était rien. Alors qu'on a toujours cru, c'est grâce à nous, grâce au patron que nous avons une entreprise. Mais non, l'entreprise c'est nous, c'est pas le patron. Et franchement, avec notre groupe-là, nous la développe une solidarité qui fait du bien. Quand un dit non, tout il dit non. Mais il est très dur parce qu'on a deux groupes dans notre entreprise et il faut encaisser les... c'est vrai qu'il est devant. Donc, même on a dit à mon groupe là, ça c'est nous noyaux, c'est les gens qui ont fait la grève. Nous les attaqués souvent par le patron, mais nous communiquons, nous l'a appris à communiquer, nous l'a appris à pu être dans nos petits coins, à dire ah mais on a le droit à ça, on connaît. Ah, on connaît, on a vu ça. C'est des trucs que nous échangeons. Avant, non. On trouve ça les juste. Mais si nous ne se trouve pas les juste, allons dire ça au patron qu'il n'est pas normal qu'il applique ça. Je m'en ai un petit peu. À votre avis, c'est un bon dialogue social entre les travailleurs et le patron ou pas, aujourd'hui? Dans mon entreprise? Entre ou le patron, c'est un bon dialogue social? Non. Je l'ai découvert. Moi, c'est une personne, je peux dire, ça c'est un truc qui m'est fier. Mes parents l'ont appris à moi que ma parole n'a une valeur. Et de plus en plus, je vois que mon patron n'a pas une valeur. Sa parole n'a pas une valeur, alors que pour moi, c'est ça l'essentiel d'une personne, c'est sa parole. Et chaque fois qu'il revient sur ses paroles, sur ses engagements, ben moi, ma colère, non. Et mis en savoir mon groupe, vous allez comme moi. Oui, mais il avait dit qu'il n'aurait été comme ça. Oui, mais lui, il dit non. Mais après, moi, avec le syndicat qu'il a pris à nous, les méthodes, enregistrer, écrire, on a dit ça, on ne peut pas revenir dessus parce que mais ça, il fait comprendre. Les paroles doivent avoir une valeur quand même, c'est la moindre des choses. Mais lui, non. En fin de compte, il n'a aucun respect ni pour nous, ni pour nos vies privées, parce qu'on a vu des employés que tu consacres à lui beaucoup plus de temps personnel que moi m'a consacré. Qu'à l'arrivée, le moment de partir, elle va partir avec rien. Elle va partir sans une reconnaissance de l'entreprise, sans un rassemblement avec des employés, elle va partir et avec un minimum plus bas encore que ça. Donc, quand on commence à voir cet employé-là, c'est une personne que je fréquente en dehors aussi, voir comment il est parti avec tout ce qu'il a donné à un patron, il ne peut pas, moi. Il ne peut pas continuer à donner autant au patron à pas recevoir en échange, quoi. C'est pas normal. Non, mais lui, il ne voit pas ça, il voit. On a eu une collègue, elle était bien dans les petits papiers du patron, elle a fait sa vie, elle a eu un enfant. Durant son congé maternité, elle prend un arrêt maladie. Mais heureusement, nous, nous commençons à rentrer dans le syndicat. On disait non, vous n'êtes pas malade. Et enceinte, c'est pas malade. Dis au patron,
Être enceinte, c'est pas être malade. C'est pas parce qu'on aura une vie de famille que le travail sera pas fait. Il change rien normalement. Mais les femmes plus enfants égale problème. Moins de disponibilité. Voilà, nous pas trop comme ça.